Et dans le débat de la semaine, ce matin sur Sud Radio à 10h11, on a fait le choix donc de n'inviter que des représentants des oppositions, puisque forcément on va parler énormément des motions de censure de cette semaine, mais pas seulement, des différents 49.3. D'où cette question qu'on vous pose sur nos réseaux. Qu'est-ce que vous pensez du recours 49.3, sachant qu'on en a vécu donc 3 cette semaine? Est-ce que pour vous c'est un passage en force? Est-ce que c'est utile ou est-ce que vous êtes sans avis? 92% de nos auditeurs considèrent que c'est un passage en force. On va y revenir dans quelques instants. Avec nous autour de cette table, Nicolas Maillard-Rossignol, maire socialiste de Rouen. Merci, bonjour d'être là. Bonjour, merci de votre invitation. Pierre Meurin, député Rassemblement National du Gard, bonjour. Bonjour madame, merci de votre invitation. Et Louis Boyard, député LFI NUPS du Val-de-Marne, bonjour. Alors, forcément, on va revenir sur cette semaine très agitée, cette semaine parlementaire. Je vais peut-être rappeler Nicolas Maillard-Rossignol que vous êtes aussi signataire, faites partie de ces cadres du PS qui ont signé dans le JDD une tribune appelant à des refondations du parti. Vous êtes un socialiste anti-NUPS ou hors NUPS ou comment vous vous situez d'ailleurs? Non, d'abord pour le Rassemblement de la gauche qu'on fait vivre. On n'a pas attendu la NUPS d'ailleurs. Moi, je dirige une majorité de gauche à Rouen avec toutes les composantes de la gauche. Simplement pour se rassembler, il faut être clair et aussi fier de ce qu'on est. Et la réalité sur le terrain, c'est que beaucoup de Français nous disent le Parti Socialiste, il ne faut pas faire de langue de bois. On ne sait plus trop ce que c'est. On vous attend et on ne vous entend pas. Donc il faut refonder, pas seulement le PS, mais toute la gauche. Refondation avec un S. Absolument. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Premier tour de table déjà. Bon, j'imagine, messieurs, que vous avez regardé le président Macron mercredi soir. Je ne vais pas vous demander si vous a convaincu ou pas, si vous n'aviez vu un nouveau cap ou pas. Mais revenons sur ces mots forts, cynisme et désordre. Très en colère contre la motion de censure de la NUPS votée par le RN. Donc il a dénoncé effectivement le cynisme et le désordre des oppositions, accusant surtout la NUPS de s'être mise main dans la main avec le RN. Comment vous avez reçu ces mots-là, Louis Boyard? Encore une fois, un président de la République qui fait vivre le cynisme et le désordre, puisque au fond, cette attaque-là, elle a quel objectif? C'est d'empêcher d'avoir un débat politique national sur le fait que, alors que l'Assemblée nationale vote souverainement des choses, le président de la République et la première ministre disent écoutez, non, l'Assemblée nationale n'est plus souveraine dans le pays. Et donc, on a ce débat-là pour empêcher d'avoir un débat sur le fonctionnement de nos institutions dans le pays. Donc c'est cynique et surtout c'est facteur de désordre. Parce que alors qu'on a beaucoup de nos concitoyens qui ont déserté les urnes, on ne peut pas se satisfaire du taux de participation aux élections législatives, alors qu'on a un gouvernement qui gouverne uniquement par 49.3, alors qu'on a un président de la République qui dans les sondages est dévoyé par la majorité du peuple français, on vit dans le passage en force permanent. Et nous, on aimerait bien reposer la question du fonctionnement de nos institutions et pourquoi pas de la 6ème République. Mais ils sont dans le cynisme, dans le mensonge, dans la manipulation en permanence pour justement empêcher d'avoir des débats qu'ils ne veulent pas avoir, à savoir celui du fonctionnement de nos institutions. Comment vous avez reçu ces mots, vous, de votre côté du RN, Pierre Meurin? Qui est Emmanuel Macron? Emmanuel Macron, c'est probablement le président le plus autoritaire de la 5ème République. Donc le cynisme, il en est. Le plus autoritaire pour vous? Ouais. Oui. Emmanuel Macron, c'est l'homme qui gouverne à coup de conseils de défense, que ce soit pour les questions sanitaires, que les questions énergétiques. Emmanuel Macron n'aime pas le Parlement. Il le démontre. Il l'a démontré dans son premier mandat, en ayant sa majorité de godillots qui votaient tout droit. Et maintenant que on va dire, on a une chambre qui est un tout petit peu plus représentative de ce que sont les Français dans leur diversité. Il essaye de contourner le Parlement, il essaye d'accuser la démocratie parlementaire de pas fonctionner comme lui le voudrait. Désolé, cette assemblée représente le choix des électeurs, qu'ils le veuillent ou non. Donc, si vous voulez, cette espèce de on le présente nos excuses au président Macron de faire partie de l'opposition. Donc, à partir du moment où on combat une politique qu'il mène depuis 5 ans avec de façon autoritaire et en contournant nos libertés, bien évidemment, nous, en responsabilité, nous avons voté des motions de censure dès lors que elles ne sont pas rédigées en des termes avec un immigrationnisme que nous combattons. Nous votons ces motions de censure parce que oui, dans l'opposition, l'objectif, c'est de faire tomber le gouvernement. Donc, dès lors qu'elles ne sont pas rédigées avec des termes... parce que là, on en arrive à cette polémique. C'est en effet un vrai sujet, mais ça, je laisserai mon collègue y répondre, puisque ça engage surtout la psychologie de leur mouvement politique par rapport au vote, nous, qu'on a fait lundi dernier. Mais la motion de censure, si vous voulez, c'est pour renverser le gouvernement. Le texte qui a été présenté par la NUPES n'est pas un texte
politique, c'est pas une déclaration politique d'extrême gauche. Et c'est pour ça qu'on l'a votée, parce qu'elle était en effet présentée en des termes acceptables. Je regrette d'ailleurs que la réciproque n'ait pas été vraie, que la gauche n'ait pas voté aussi notre motion de censure. Ce faisant, il se place finalement, et c'est en plein que nous n'ayons pas voté, que nous ayons voté leur motion de censure. On se demande s'ils veulent que la motion de censure passe, et on se demande si vous êtes vraiment, Monsieur Boyard, dans l'opposition. Vous êtes dans l'opposition, je pense, mais... Non, mais enfin, si juste je peux apporter un élément, ça me paraît assez naturel que ce soit notre motion de censure qui soit votée, dans la mesure où nous sommes un intergroupe de 151 députés et que nous sommes la première force d'opposition. Donc, si jamais le Rassemblement national étant moins nombreux que nous, et nous étant la première force d'opposition, c'est normal que ce soyons nous la force d'inertie sur ce sujet-là. Après, en termes de groupe, on est le premier groupe d'opposition. Monsieur, vous êtes un bureaucrate de l'Assemblée nationale. Si vous comptez ainsi, nous sommes 151 députés faisant vivre une alliance politique parlementaire de 151 députés. Donc, nous sommes la première force d'opposition de ce pays. Voilà pourquoi est-ce que c'est notre motion de censure qui doit être votée, tout simplement. Après, encore une fois, j'aimerais quand même qu'on ait un débat sur les institutions de notre pays. Ils sont désertés par nos citoyens qui ne vont plus voter, sur un gouvernement qui gouverne par 49-3 alors que l'Assemblée nationale n'est plus souveraine sur ses votes, et peut-être poser la question de la 6ème République. J'aimerais bien avoir un débat sur la 6ème République dans un moment où nos institutions de la 5e ne fonctionnent plus. Et sur ça, on aimerait bien voir le Rassemblement national. Est-ce que vous refusez... Attendez, on va quand même donner la parole à Nicolas Maillard-Rossignol, parce que mine de rien, cette histoire de rumeur là, de pacte secret entre le RN et les filles, voilà, en disant que voilà, certains barons socialistes hors NUPS, donc dans votre propre camp, auraient dit voilà, les Insoumis auraient fait retirer toute mention positive à l'immigration dans le texte pour attirer les votes du RN. Vous cautionnez, vous, ou pas? Bon, d'abord, et je le dis sous forme de boutade, hein, la querelle pour savoir qui est le plus beau du cimetière, c'est-à-dire le plus gros dans l'opposition, c'est très bien, mais ça ne change pas la vie des gens. Hein. Ce qui est donc important, là, vous voulez rebondir par rapport à là ? Ce qui est important, je dis juste, c'est d'abord de gagner pour pouvoir changer la vie des gens. Quand on est dans la minorité, on est dans l'opposition, on peut faire toutes les tribunes et tous les débats qu'on veut un samedi matin à la radio. En attendant, on n'est pas en situation d'exercer des responsabilités. Donc je suggère qu'on aille sur les vrais débats. Écartons les faux débats. D'abord, le premier responsable de la montée de l'extrême droite en France, c'est Emmanuel Macron. Et ça, c'est factuel. 2017, 8 députés RN. 2022, 89. Il est très clair que le premier responsable de la montée de l'extrême droite en France, c'est Emmanuel Macron. Deuxièmement, les socialistes n'ont pas de leçons à recevoir sur la façon systématique qu'ils ont eue de faire barrage à l'extrême droite. À chaque fois qu'il a fallu, y compris appeler à voter Emmanuel Macron très explicitement au second tour des élections présidentielles, ils ont pris leurs responsabilités. Donc il serait malhonnête de mélanger les choses. Par contre, là, il y a un vrai débat, et il faut en tenir compte, c'est que quand on a une extrême droite qui vote des motions portées par la gauche, en l'occurrence la NUPS, eh bien cela peut alimenter, c'est vrai, dans l'opinion, le sentiment qu'il y a une forme de banalisation et de rapprochement d'extrêmes. Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question sur cette histoire quand même de rumeurs quand même. Je voudrais juste terminer justement là-dessus. Allez-y. Moi, j'ai toutes les raisons de penser, et je n'ai aucun élément factuel dans le sens inverse, j'ai toutes les raisons de penser qu'il n'y a eu aucune espèce d'accord écrit. Mais on ne peut pas négliger le fait que sur le plan médiatique, l'image que cela donne, c'est un RN, une extrême droite qui se normalise, et une impression que des extrêmes se mettent ensemble. Mais pourquoi avoir lancé cette rumeur-là du côté des socialistes hors NUPS, d'avoir lancé cette rumeur-là, parce que ça fragilise à la fois la NUPS, ou peut-être que ça fragilise... Je ne crois pas que ce soit les socialistes qui aient lancé cette rumeur-là. En l'occurrence, c'est Emmanuel Macron qui l'a dit explicitement. Enfin, qui l'a reprise en tout cas. Oui, enfin, il est quand même président de la République. Un président de la République, on attend autre chose d'un président de la République que de colporter des rumeurs. Mais je veux dire une chose très simple. Quand on prétend changer la vie, quand on prône la rupture, la radicalité c'est pas l'outrance, c'est pas l'extrémisme. Quand on prétend le grand soir, alors on n'invite pas l'extrême droite à dîner. Et même avec une longue cuillère. Oui, Boyard. Mais il faut remettre un petit peu de vérité dans cette affaire. C'est pas une rumeur, c'est un mensonge. Et ça a été montré que c'est un mensonge. Et ce mensonge, il a été utilisé pourquoi ? Pour éviter d'avoir un débat sur le fait que l'Assemblée nationale n'est plus souveraine dans ses votes. Voilà, tout simplement. Après, ensuite, nous, sur les motions de censure, on fait la nôtre, on est la première force d'opposition, et nous, on est là pour s'opposer. Et on est aussi là pour obtenir la démission de ce gouvernement. On n'est pas uniquement là pour faire de l'opposition de façade. Pourquoi est-ce qu'on demande l'opposition de ce gouvernement ? Parce qu'on
est dans un moment qui nécessite de la clarification politique. On est dans un moment où le GIEC ne nous laisse que 3 ans pour agir d'un point de vue écologique. Les gens ont faim, les gens ont froid, les solutions proposées par le gouvernement sont minoritaires dans le pays. Est-ce que ce serait pas le moment de retourner aux urnes? Dans la mesure où l'élection présidentielle n'a rien tranché, puisqu'il n'y a pas eu de débat, puisque le président de la République n'a pas voulu participer au débat. Donc on va pas être une opposition de façade. On va déposer des motions de censure à chaque 49.3. À chaque 49.3. Mais attendez, à chaque 49.3 qui sera imposé de façon autoritaire par le gouvernement, qui viendra dire, vous, Assemblée nationale, vous n'êtes plus souveraine dans vos votes. Et donc du coup, on va choisir quel vote on va garder ou pas. Pardon, mais dans une démocratie, ce n'est pas acceptable. Est-ce qu'on va accepter de banaliser cette pratique absolument antidémocratique, et nous on devrait rien faire et oui, mais on risque aussi de banaliser la motion de censure. D'ailleurs, c'est ce que vous reproche Olivier Faure, qui n'a pas signé ce texte dans lequel on en est à un point où une motion de censure, un 49.3, sont des pratiques politiques fortes, et aujourd'hui elles sont dévoyées de leur sens, justement parce que la 5e République est à bout de souffle. Et c'est ça l'appel que je veux lancer, et c'est ça le débat qu'on devrait avoir, plutôt qu'un débat sur des rumeurs ou sur des rapprochements qui sont absolument faux. On devrait avoir un débat sur les institutions de la 5e République et la 6e République. On les a comptés, sous la 5e République, il y a eu 89 49.3. Tous les gouvernements de droite comme de gauche y ont eu recours. 33 par des chefs de gouvernement de droite, 56 par la gauche. Et celui qui détient le record, c'est Michel Rocard, d'ailleurs. Je vous laisse réagir aussi, Pierre Meurin. Il n'y a pas eu de pacte secret pseudo entre vous et LFI. Ça me paraît en effet un peu puéril de discuter de ça. Absolument pas, il n'y a pas de pacte. Enfin, nous, on agit en opposition responsable, point à la ligne. Le 49.3, c'est en effet un outil constitutionnel. Il n'y a pas de difficulté en termes de légalité d'usage du 49.3. Simplement, on est dans une période socialement très tendue. On est dans une période où démocratiquement, le peuple, il y a 4 mois, a élu une assemblée avec majorité relative, avec des oppositions qui sont très fortes, avec 3 blocs, si vous voulez, qui sont très présents et désormais qui cristallisent la vie politique. D'un point de vue moral, éthique et malgré tous les discours de co-construction avec les oppositions, ce passage en force est violent, si vous voulez, démocratiquement pour notre pays. On aurait dû prendre le temps du débat. On a voulu nous faire des propositions. Il y a des amendements qui sont passés. Parce que vous disiez, M. Maillard-Rossignol, tout à l'heure que l'opposition est stérile quand on est dans l'opposition. Mais non, dans un contexte de majorité relative, il y a des amendements qui peuvent passer. Il y a des améliorations au budget qui ont été faites. Moi, je vais vous dire, ce que je trouve particulièrement désagréable, c'est que moi, par exemple, je me suis beaucoup investi sur les questions d'écologie et d'administration générale de l'État. J'ai fait énormément d'amendements, j'ai travaillé sur mes défenses, j'ai travaillé pour essayer d'apporter quelque chose au débat, en commission d'abord, et dans l'espérance que ça passe dans l'hémicycle. Et tout ça est rayé d'un trait de plume. Il y a des heures et des heures de travail avec des collaborateurs qui travaillent. Tout ça est rayé d'un trait de plume par un gouvernement autoritaire qui, si vous voulez, paraît clairement en fin de règne. Aujourd'hui, Macron est un homme très seul. On l'a vu dans son allocution. On aura l'occasion d'en reparler. Oui, on va en reparler dans quelques instants. Justement, avant de faire une petite pause, vous voulez réagir, Nicolas Maillard-Rossignol? Oui, parce que c'est vrai que le 49.3 est constitutionnel, mais c'est politiquement un passage en force. C'est très clair, et d'ailleurs vos auditeurs oui, bien sûr, à 92% le c'est absolument clair. Et ce sentiment à la fois de frustration et puis de négation de l'intérêt général, parce qu'après tout, c'est ce qu'ont voulu les Français, cette Assemblée nationale, et tant mieux s'il y a du débat. Ce sentiment, il est néfaste pour tout le monde. C'est perdant-perdant, si j'ose dire. C'est perdant-perdant pour tout le monde. Mais attention ensuite à la traduction politique de ce que l'opposition peut proposer. Parce que, comme vous le disiez, Monsieur Boyard, vous dites qu'il faut une clarification. Je ne suis pas sûr que ce soit apporter une clarification que de voter une motion de censure avec des formations politiques dont je serais le premier à dire qu'elles sont dissemblables et même orthogonales et divergentes sur bien des points. Je veux parler de l'extrême droite et de l'ANUPS ou de LFI. Et c'est là le sujet. Parce que vous dites, on veut destituer, on veut remplacer le gouvernement, on veut faire tomber le gouvernement. Mais à quel prix? Pas au prix d'une compromission. Vous ne seriez pas prêt à gouverner avec l'extrême droite. Moi non plus. Une dissolution. Donc, il me semble qu'à chaque fois que nous portons à gauche
des contre-propositions, y compris des motions de censure, il faut toujours, c'est un peu ce qu'a dit Yannick Jadot par exemple, il faut toujours faire en sorte que ces propositions soient très claires sur le fait qu'il n'y aura aucune compromission avec l'extrême droite. Et quand Jean-Luc Mélenchon... Jadot, il a dit qu'il faut que les motions de censure, il faut qu'elles soient invotables par le Rassemblement national. Quand Jean-Luc Mélenchon dit nous, quand il dit nous, en incluant nous sommes prêts pour la relève, en incluant des voix qui viennent du Rassemblement national, eh bien moi je dis que la gauche ne devrait jamais dire nous avec l'extrême droite. Mais quand Yannick Jadot dit qu'il faut que les motions de censure de la gauche soient invotables par le RN, il se met comme LR dans le camp de la Macronie, si vous voulez. Donc ça veut dire invotable par le RN, une motion de censure ne peut pas être adoptée sans nos voix. Donc de facto, Yannick Jadot ne veut pas renverser le gouvernement et donc il est, c'est bien normal, d'ailleurs tous ces responsables politiques ont appelé à voter pour Emmanuel Macron au deuxième tour de la présidentielle. Y compris mes deux collègues. On fait une petite pause, je vous redonnerai la parole tout à l'heure, Louis Boyard, et vous continuez bien sûr à voter sur nos réseaux. On revient dans quelques instants, il est 10h27. Et ça débat, c'est débat en off, c'est la suite de notre grand débat de la semaine avec nos trois invités, Nicolas Maillard-Rossignol, le maire socialiste de Rouen, Pierre Meurin, député Rassemblement National du Gard, et Louis Boyard, député LFI NUPS du Val-de-Marne. Vous continuez bien sûr à voter sur nos réseaux et notamment sur Twitter. Qu'est-ce que vous pensez du recours au 49.3 ? Vous êtes toujours une grosse majorité à 93% à considérer que c'est un passage en force. On parlait tout à l'heure de Yannick Jadot qui a tout à l'heure qui a étrillé la stratégie de la France insoumise. Pour lui, il faut que les motions de censure soient invotables. On en parlait à l'instant par le Rassemblement national. Je voulais vous faire réagir à ce sujet, Louis Boyard. Déjà, il y a ce débat, je le trouve assez étrange, parce qu'on n'a pas eu ce débat quand Gérald Darmanin a voté 3 fois une motion de censure avec le Rassemblement national. On n'a pas eu ce débat non plus quand la majorité s'est appuyée sur le Rassemblement national pour voter contre l'augmentation du SMIC. On n'a pas eu ce débat non plus quand la majorité s'est alliée avec le Rassemblement national pour voter contre la gratuité des premiers mètres cubes d'eau. Et j'ai une liste énorme de votes qui ont été gagnés par la majorité avec la complicité du Rassemblement national. Et donc, qu'est-ce qu'il faut en déduire alors ? Eh bien, écoutez, ce qu'il faut en déduire, c'est que ce débat... avec vous, Mais en fait, si une Assemblée nationale, elle est composée d'élus et, par exemple, la taxe sur les superdividendes, elle n'aurait pas été gagnée si jamais il n'y avait pas toutes les oppositions et aussi une partie de la majorité qui s'y était mise. C'est normal que l'Assemblée nationale vote. Certes. Alors à partir du moment où on commence à considérer que plus personne ne vote plus rien, et donc du coup la majorité dirige tout seul, Elisabeth Borne n'a même plus besoin de faire de 49.3 parce que les oppositions ne s'opposent plus, alors là ensuite les Français ils vont nous regarder, ils vont dire mais attendez, on a voté pour vous pour empêcher Emmanuel Macron d'empêcher de baisser les budgets dans l'école, dans les universités, d'empêcher de détruire l'hôpital, on a voté pour vous pour agir pour le climat, et maintenant vous faites plus rien parce que vous êtes paralysé. Un peu de réel politique. N'empêche que certains, on l'a senti, on l'a vu dans les images, certains députés de la NUPS ont été un petit peu surpris et assez embarrassés non plus que le... On a eu le droit à des grands numéros d'autopsychologie. Je pense à Benjamin Lucas. Je crois même qu'il y a un député de la NUPS qui a même pas voté sa propre motion de censure parce que les voix du Rassemblement national s'étaient jointes à eux. Benjamin Lucas, député écologiste, a fait un communiqué de presse pour faire son grand numéro d'autopsychologie, pour montrer qu'il a hésité à voter avec l'extrême droite. Enfin, on est où ? C'était un excellent coup stratégique politique pour Marine Le Pen. De rien d'embarrasser la gauche et quelque part de dire tiens... Ça, c'est ce qui a été dit par les observateurs. Je suis tendance à dire que c'était en effet tactiquement plutôt efficace pour nous. Mais il ne s'agit pas de coups politiques. On ne fait pas des coups politiques avec les Français. Il s'agit... Si vous voulez, on est une opposition. On a réfléchi, on a débattu en groupe, et puis on a pris cette décision parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la motion de censure était une motion de renversement du gouvernement tout à fait sobre. Donc nous avons voté cette motion de censure. On ne peut pas renverser le gouvernement. Il vous manquera tous, si vous alliez, il vous manquera toujours des voix. Il vous manquera les voix des... S'il s'agit d'un coup tactique. Oui, mais LR, de toute façon, de facto, il y a eu 2 événements cette semaine. LR s'est placé, en fait, comme... Alors ça, c'est l'expression classique, mais je la partage, comme la béquille de la majorité, puisque LR devient l'assurance vie de la majorité dans cet équilibre parlementaire. Et puis d'ailleurs, Macron n'a pas manqué de leur la main est tendue de cette allocution. Et puis Nicolas Sarkozy, qui est le dernier président de droite, fait le forcing sur fond de compétition interne. Je n'aimerais pas être à la place des électeurs des Républicains. Nicolas Maillard-Rossignol. D'abord, je partage ce qu'a dit Louis Boyard sur le fait que, encore une fois, le premier responsable de la montée de l'extrême droite, c'est Emmanuel Macron. Et s'il a été élu, c'est grâce en particulier à beaucoup de voix de gauche qui ont su faire barrage. Je dois aussi dire que les 89 députés RN, c'est le peuple qui les a mis à l'Assemblée nationale et pas Emmanuel Macron. Je vous ai écouté. J'essaie juste de développer mon propos. Mais
l'objectif de la gauche rassemblée, ça doit pas être de s'allier, même d'une façon objective et pas volontaire politiquement, mais objectivement sur des votes avec l'extrême droite. L'objectif de la gauche, ça doit être de faire baisser l'extrême droite. Et pour faire baisser l'extrême droite, c'est pas suffisant, mais c'est nécessaire. Il faut être clair sur ce que l'on défend. Et quand on porte une motion de censure, non, parce que quand on porte une motion de censure, qui est un texte de portée générale, pas sur une mesure catégorielle, mais sur l'ensemble des politiques, on devrait voir dans cette motion de censure de façon suffisamment claire qu'il y a des différences, pour le coup, irréconciliables avec l'extrême droite. Et visiblement, ça ne s'est pas vu. Donc là, on a un problème. Et c'est pour cela que, y compris chez les socialistes, on doit refonder la gauche. Pourquoi ? Parce que quand on n'est pas clair, les gens sont perdus. Et quand ils sont perdus, on entretient cette espèce de confusion que des extrêmes s'associeraient, ce qui ne correspond pas à la réalité. Moi, je fais tout à fait crédit à l'ensemble de la gauche. Refrain, je le sais au quotidien, que nous portons des valeurs et des projets, des propositions sur l'écologie, le social, l'éducation, ce qui a été dit, c'est tout à fait juste, qui sont fondamentalement différentes du projet de société que porte l'extrême droite. Mais encore faut-il que ça se traduise dans des textes aussi importants que des motions de censure. Donc l'objectif, ça ne peut pas être de s'allier mécaniquement. Non. L'objectif, ça ne peut pas être de faire appel à des voix pour, au prix de toutes les compromissions, faire tomber un gouvernement. Le premier objectif, ça doit être de faire baisser l'extrême droite et de convaincre. Je sens que ça vous fait réagir, Louis Bayard. Le premier objectif, c'était de baisser la casse sociale, c'était justement, c'est pour ça qu'il faut s'opposer à vous. Non, mais le débat qu'on a actuellement, il est irresponsable. Non, vraiment, ce débat est complètement irresponsable. Déjà, de dire un beau coup politique de Marine Le Pen, ça fait des mois et des mois qu'on les complimente. Oh, regardez-les, on suit leur vie. Attendez, c'est les héritiers du Front National qui rentrent à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'un jour, les gens vont se réveiller ? Non, je ne considérerai jamais qu'il est normal d'avoir des députés RN à l'Assemblée. Enfin, les gens ont voté pour eux aussi. Mais écoutez, les gens font ce qu'ils veulent. Mais moi, ça m'empêche pas de dire que je trouve que ces gens sont racistes, que ces gens sont sexistes. Des dictateurs, vous avez une tradition politique. Mais vous êtes financé par Poutine. Écoutez, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Je vous laisse pas m'attaquer si vous voulez sur. Mais vous répondrez après. Vous répondrez après. Allez-y. De régime politique totalitaire. Vous voyez déjà, laisser les gens s'exprimer, c'est déjà l'une des premières vertus de la démocratie. Vous en êtes incapable. Vous montrez bien les actes. Bon, ce que je veux expliquer, c'est qu'il y a un problème aujourd'hui dans notre société, c'est qu'il y a une banalisation du Rassemblement national, qui est notamment due, je pense, à une irresponsabilité médiatique au moment de la présidentielle, où Éric Zemmour, le multicondamné pour rappel à la haine, a été considéré comme quelqu'un de normal. Enfin, c'est pas que la faute des médias, quand même. Je pense aujourd'hui qu'il y a une irresponsabilité collective vis-à-vis de l'extrême droite, et que à constamment complimenter l'extrême droite, à constamment les normaliser, en fait, on prend des risques. Mais qui complimente l'extrême droite, pas dans les médias, par exemple, Emmanuel Macron et tout son gouvernement, quand ils mettent sur le même plan la NUPES et le Rassemblement national. Non, moi je ne mettrai jamais sur le même plan la République en marche et le Rassemblement national. Parce que je considère que les prises de position du Rassemblement national ne sont pas compatibles avec une République. Et je fais attention à cette distinction-là. Et le gouvernement joue à un jeu dangereux. Parce que LR est devenu la béquille de la majorité, le Rassemblement national est l'assurance vie du système. Parce que Macron organise constamment ses seconds tours face à Marine Le Pen. Il l'a fait aux européennes, il l'a fait aux présidentielles. Pourquoi ? Parce qu'il compte sur le fait qu'il y ait des électeurs qui votent pour lui contre le Rassemblement national. Et un jour, ça passera plus. Et si jamais un jour vous vous retrouvez avec une majorité d'extrême droite, tous les acquis sociaux que vous avez eus, tous les droits que vous avez obtenus par la République, attention, ils sont en danger. Et j'appelle à une responsabilité collective par rapport aux prises de position. Non, la NUPES, c'est pas le RN. Et non, le RN n'a pas sa place dans la République. Nicolas Maillard-Rossignol. Après une interpellation, peut-être réagir. Allez-y pour l'interpellation et la réaction. Ça va bien se passer. Le RN ne fait pas partie de la République. Non, il n'a pas sa place. Il n'a pas sa place dans la République. En fait, non seulement vous infantilisez les électeurs, mais en fait, vous les insultez. Moi, je n'insulte pas vos électeurs, si vous voulez. Là, vous venez d'insulter des millions et des millions de Français qui votent pour nous, par exemple, contre la retraite à 65 ans. Si vous ne mettez pas la République en marche et le Rassemblement national sur le même plan, en laissant c'est vous l'assurance vie du système, en ayant appelé à voter Emmanuel Macron, vous regarderez dans la glace quand la retraite à 65 ans passera également à coup de 49.3. Donc vos postures sont bien sympathiques, mais le Rassemblement national est un mouvement politique qui défend les Français et avec des différences idéologiques majeures avec vous. Je vous rappelle aussi que vous avez une tradition politique d'extrême gauche qui est violente. Aujourd'hui, vos Black Blocs, vos Antifa sont probablement les militants politiques les plus violents dans ce pays. Ils cassent, ils frappent.
C'était pas eux des qui ont militants. tabassé des Attendez, gens à Rennes. laissez-moi finir. Si, c'est Non, c'était vos vous. militants Nous, c'était qui les font vôtres, preuve Rennes. d'une violence verbale et physique permanente. Vous êtes les héritiers de systèmes politiques. Vous avez un leader qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, qui a toujours glorifié un fanatique et un meurtrier qui s'appelle Che Guevara. Donc moi, vous me faites peur pour la République, si vous voulez. D'ailleurs, j'ai fait campagne contre la NUPES au deuxième tour en disant que j'étais le seul candidat républicain de ce deuxième tour. C'est vous le danger pour la République. Bah, eux aussi ont été Avec élus, la parce qu'en fait, violence, vous avec la renvoyez les violence. mêmes arguments. Vous êtes le mouvement politique de la Oui, après. démence sociale. Vous êtes le mouvement politique de la révolution, vous êtes le mouvement politique contre l'ordre, vous êtes un mouvement politique qui est dangereux pour la République. Et la Nous, le révolution, Rassemblement c'est ça national, qui a nous, on fondé la défend République, l'ordre, on défend le monsieur. mérite, on défend le travail, on défend une vie meilleure pour les gens, on défend notre souveraineté énergétique, tout ça me paraît être de bon sens. Arrêtez de nous ramener à des aspects historiques. Si je le fais pour vous, c'est parce que vous l'avez fait pour moi, mais arrêtons. Avançons, discutons des propositions et arrêtez vos postures Alors très politiciennes, ça rapidement, devient Louis Bayard suffisant. et ensuite C'est juste Nicolas Maillard-Rossignol, puis après on fera une pause. Déjà, vous avez cité des militants violents. C'est vos militants violents qui, à Rennes, tabassaient des gens en manifestant avec des banderoles avec les marqués l'immigration tue. Vous voyez au moment où lui, il commence à parler du Rassemblement national en disant « Oh, c'est pour la retraite ». Pardon, mais vous savez pourquoi je suis contre vous? Parce que vous dites ouvertement que quand on est étranger, eh ben, on a plus de tendance à devenir un délinquant. Vous, pour des raisons de nationalité et même de couleur de peau, pour des raisons de couleur de peau, pour des raisons même de religion, vous séparez les gens. Vous êtes incapable de tenir un débat correctement. Et Moi, ça, non mais si je peux écoutez-moi bien. Écoutez-moi Et bien. rapidement, Louis Le Bayard. Rassemblement national est un parti raciste, d'accord? Vous avez un débat Le en Rassemblement tant qu'appel, national ça est un arrive. parti islamophobe. Vous demandez la violence d'un de vos militants, je vais vous citer celle d'un député, Julien Audoul, qui a pointé du doigt une mère de famille devant son enfant, devant des centaines de personnes en disant « Vous portez à voile ». C'est pas une violence, ça? C'est pas une violence, ça? Vous dites que la séparation se ferait sur les on va arrêter Bon, allez, très rapidement, et attention, on va reprendre après. Attendez, Mélenchon s'approche des gens pour le menacer. c'est bon, je crois qu'on a compris. Irréconciliable, même s'il y a eu une motion de censure finalement commun. Voilà. Allez, très rapidement, avant de faire une pause. Non, on sait qu'on va pas vous. On poursuivra tout à l'heure. Nicolas Maillard-Rossignol, très rapidement, on va faire une petite pause. Moi, ce qui Et donner me la parole à nos désole, auditeurs c'est aussi. qu'on voit qu'à s'envoyer des anathèmes, on ne fait pas avancer le débat, on ne va pas vers l'intérêt général. Et en plus, on peut donner le sentiment qu'il y a une forme de convergence sur la forme, dans une forme d'extrémisme, au moins d'outrance verbale. Moi, je crois qu'on a besoin d'une parole politique qui ait un petit peu plus de hauteur de vue, qu'on peut être radical sur la compréhension et l'appréhension des projets, des sujets, sans être dans l'outrance et dans l'extrémisme. Et ça, c'est un enjeu pour la gauche demain. Parce que si on est tous d'accord à gauche pour dire que nous devons reconquérir les cœurs, regagner l'Assemblée nationale, redevenir majoritaire, faire baisser l'extrême droite, alors nous ne sommes peut-être pas tous d'accord sur la façon d'y parvenir. Et moi, je prétends que quand on commence à employer cette espèce de confusion entre la radicalité et l'extrémisme, alors on contribue, qu'on le veuille ou non, et je ne fais pas ce procès d'intention-là, on contribue à banaliser l'extrémisme. En d'autres termes, on ne peut pas répondre à une forme de populisme par une autre forme de populisme. On a besoin d'une gauche radicale et crédible. C'est pour cela qu'on a besoin d'une refondation à gauche. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des Français ne nous considèrent pas, mais oui, mais parce que c'est la réalité électorale, ne nous considèrent pas suffisamment crédibles, sinon nous aurions gagné. Pardon, mais la gauche a perdu. Et c'est même le bloc le plus faible en France aujourd'hui des trois. Donc si on veut gagner demain, je crois qu'on doit retrouver une crédibilité. Je ne suis pas sûr que ça passe par l'outrance. Allez, appelez-nous aussi au 0826 300. Louis Boyard, on y revient dans quelques instants. Appelez-nous au 0826 300. Pardon, messieurs. Appelez-nous pour savoir ce que vous pensez de 49.3 et de tous ces débats. On vous attend. Il est 10h42. Allez, petite pause, messieurs. Merci. Sud Radio, le débat de la semaine. Et nous sommes toujours en compagnie de Louis Boyard, député LFI NUPS du Val-de-Marne, Pierre Meurin, député Rassemblement national du Gard, Nicolas Maillard-Rossignol, maire socialiste de Rouen, autour de cette question qu'on vous pose sur nos réseaux. Qu'est-ce que vous pensez du recours au 49.3 ? Pour l'instant, vous êtes 92% à considérer que c'est un passage en force, et vous nous appelez également au 0826 300. C'est Richard qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Richard. Bonjour à vous. Merci de nous appeler. Qu'est-ce que vous pensez et de ce débat et de ce 49.3 là ? On a eu trois dans la semaine là. 49.3, c'est un cache-misère. Pour moi, je suis parfaitement contre, mais pour une raison qui est la suivante. C'est qu'on a eu pendant des années une assemblée très majoritairement à 80% gauche-droite,
Et là, ça avait du sens, le 49.3, ça permettait de résoudre des problèmes. Mais aujourd'hui, on a un découpage en 4, en fait, qui s'est fait, même s'il n'est pas visible, puisqu'on a 2 visions de l'Europe. On a des gens plutôt à gauche, plutôt à droite au niveau social. Et il y a 2 visions de l'Europe. Une vision plutôt van der Leyen-Macron, globaliste financière, on va dire, occidentale, et une vision où c'est que les partis politiques voudraient plus d'indépendance politique pour pouvoir peser sur le social, mais en gardant l'économie, c'est-à-dire l'euro et ce qui va avec. Vous trouvez que c'est pas lisible pour vous? Et donc, en fait, aujourd'hui, si on n'avait pas le 49.3, ces personnes seraient obligées de travailler ensemble. Et c'est pour ça que j'appelle ça une cache-misère, en fait. Donc cache-misère plutôt que passage en force, alors? Voilà, ça permet un passage en force, mais c'est surtout, ça cache le fait que nos partis politiques sont clientélistes et ils n'agissent pas pour l'intérêt général aujourd'hui, parce qu'on peut s'en passer. Donc on se cache dans une opposition, mais aujourd'hui... C'est ce que vous ressentez, vous Comment vous avez regardé cette semaine à l'Assemblée nationale, entre les différentes motions de censure des uns, des autres, des 49.3? Vous avez l'impression quoi qu'on oublie qu'on va pas faire tomber l'Assemblée, donc que quelque part tout le monde a peur de ne pas retrouver son poste de député, et donc quelque part on va se retrouver avec ce type de fonctionnement qui est, je trouve, qui est un peu une insulte à la démocratie pour le français moyen que je suis, quoi. Eh ben, on va faire rebondir nos invités à ce sujet. Merci Richard pour votre témoignage. Vous comprenez ce que dit Richard ou pas? Bon, déjà, moi, premièrement, nous, on fait la motion de censure et on espère faire tomber le gouvernement, qui ensuite fera une dissolution. Là, on cavalier seul, vous en avez déposé une... J'ai pas peur de retourner, moi, j'ai pas peur de retourner devant une élection. Et vous savez quoi, si jamais je dois perdre, tant pis. En tout cas, on n'a jamais peur de retourner devant le peuple. Ça, c'est un principe numéro 1. Après, là où l'auditeur a raison, c'est qu'il y a une configuration politique qui est nouvelle et que les institutions ne sont plus en phase avec cette configuration politique. C'est pour ça qu'il faut y apporter des solutions. Il y en a certains qui croient à la co-construction, au travail ensemble. Bon, moi, en arrivant à l'Assemblée, je me demandais si ça allait se faire. De fait, ça ne se fait pas. Ça ne se produit pas. C'est pour ça qu'on est d'ailleurs les seuls à proposer une solution à cette crise politique et démocratique, à savoir réunir une assemblée constituante de citoyennes et citoyens jamais élus, qui se réunirait, qui écrirait une nouvelle constitution, qui serait soumise au référendum et qui ensuite ferait fonctionner nos institutions, qui serait à nouveau en phase. Voilà la proposition que je fais à l'analyse juste qu'a fait l'auditeur, à savoir que la configuration politique ne permet plus de diriger le pays correctement et qu'aujourd'hui il est dirigé par la force à coup de 49.3. La seule solution à tout ça, c'est la solution démocratique, Assemblée constituante, 6ème République. Là, pour le coup, en tout cas, votre motion de censure, c'est en cavalier seul, qui n'aura pas été signée par les écologistes et les socialistes. Oui, mais écoutez, vous savez, il y a aussi autre chose. Je trouve que les mises en scène de désaccords sont assez malsaines. Vous avez Emmanuel Macron qui fait une guerre ouverte et qui est même assez insultant vis-à-vis de Édouard Philippe. Alors la majorité, les divisions, elles sont extrêmement claires. Nous, on a des débats qui sont sains à gauche. On a des vrais débats de fond, des débats stratégiques. Et il y a une condition qui n'est jamais négociée, c'est celle de notre unité. Moi, je trouve ça sain. Pierre Meurin aussi, de votre côté, RN, pardon, vous avez aussi déposé une motion de censure. Bonjour Richard, je partage l'analyse de l'auditeur. Oui, Richard. Nous, de notre côté, si vous voulez, comme l'a dit Marine Le Pen d'ailleurs à la tribune ce lundi, et je partage là-dessus avec Louis Boyard, j'ai pas peur de retourner devant les électeurs. Et en effet, je suis pas là pour défendre mon petit poste. Moi, je fais de la politique parce que je m'intéresse à mon pays et aux Français. La différence que je vais avoir avec mon collègue, c'est que je pense que la 5e République est un bon régime. Mais finalement, la solution à cette crise politique, puisqu'on est en transition, on a 3 blocs. Peut-être qu'une dissolution et des nouvelles élections, à court, moyen ou, je sais pas, long terme, permettrait de dégager une nouvelle majorité absolue à même de gouverner le pays. Donc il n'y a pas de crise politique, il y a une crise sociale, il y a une crise économique, il y a une crise internationale, il y a une crise énergétique en effet, mais je pense que, encore une fois, le fait de nous parler de 6ème République alors qu'on est en temps de crise, convoquer une constituante et donc rajouter
des délais de création d'une nouvelle constitution alors qu'on est en pleine crise, c'est à mon niveau, c'est irresponsable. Et c'est toujours pareil avec la gauche, c'est que leur totem ne tient pas compte non seulement du contexte, mais de ce que demandent les Français aujourd'hui. Nicolas Méhard-Rossignol, vous qui prenez la refondation du côté de la gauche hors NUPS, ça serait pas le moment de s'interroger sur une 6e République ? Bien sûr, ça fait partie des débats qu'on doit avoir et je pense que c'est très important. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est dans une impasse. Et je le dis sans leçon de morale, mais c'est perdant pour tout le monde. C'est d'abord perdant pour le gouvernement, parce que ça illustre son incapacité à trouver des compromis, son incapacité à avancer. Et à travers le gouvernement, Emmanuel Macron lui-même. Ça contribue à banaliser et à institutionnaliser encore plus l'extrême droite. Mais c'est perdant aussi pour les oppositions, puisqu'on voit bien que de toute façon, le gouvernement n'est pas destitué. Et puis surtout, les Français, on vient de le voir à l'image de l'intervention de votre auditeur Richard, se demandent à quoi ça sert tout ça ? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie au quotidien ? Et c'est là où je pense que la gauche a une responsabilité. Et c'est pour ça qu'on y travaille chez les socialistes et chez les autres partis de gauche aussi, et heureusement. Quelle alternative crédible on propose ? Sur les institutions, effectivement, sur la 6e République, pourquoi pas ? Mais il y a d'autres sujets. On va avoir des élections européennes qui arrivent. On est pour ou on est contre l'Europe de la défense ? C'est des sujets importants. Surtout en ce moment. Pas besoin de vous expliquer pourquoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est très bien de s'opposer, mais s'opposer stérilement pour à la fin donner le sentiment qu'il y a une confusion et que de toute façon il y a une impasse, à mon avis, ça n'est pas suffisant. En d'autres termes, un responsable politique, responsable, ça veut dire apporter des réponses. Ça ne peut pas être juste de s'opposer. Et donc, quand on propose une motion de censure, il me semble que l'on devrait l'assortir toujours d'une contre-proposition. De propositions fortes. C'est très bien qu'on ait ce matin ce débat sur la 6e République. Je pense que ça aurait été préférable qu'on l'ait dès le départ au moment de la motion de censure. Et puis c'est pas que sur la 6e République, parce que les gros sujets en ce moment pour nos concitoyens, c'est peut-être la 6e République, mais enfin pardon, c'est d'abord l'éducation, la santé, le social, le pouvoir d'achat, la crise de l'énergie, etc., etc. Et je pense pas qu'on soit en désaccord là-dessus. Donc, toujours être dans l'opposition et la proposition. C'est ce que j'appelle la radicalité crédible. Qu'on prenne les sujets à la racine, parce qu'on n'a plus le temps, parce qu'on n'a que 3 ans pour agir sur l'écologie, parce qu'il est temps maintenant de prendre la mesure des enjeux. Ça, oui. Mais encore une fois, la radicalité, elle impose une crédibilité, pas l'outrance. C'est vrai qu'on a quand même... oui, Louis Boyard. Mais je suis pas d'accord avec les différentes analyses qui ont pu être faites. Je pense que justement, avoir un débat sur l'organisation de nos institutions, c'est la première solution pour résoudre tous les problèmes qui suivent. Déjà parce que une élection, quand j'entends le RN dire qu'il n'y a pas de crise politique, mais vous avez une majorité d'électeurs qui boycottent. Moi, c'est pas ce que j'ai entendu. Oui, mais quand vous avez un tel taux d'abstention, mais il serait peut-être temps de réagir sur le fait qu'il y a une crise démocratique, à minima. En tout cas, si jamais on avait une assemblée constituante qui écrivait une nouvelle constitution, dans cette constitution, on pourrait notamment parler du fait que l'énergie, l'eau, qui nous ont manqué ces derniers mois, devraient être des biens communs. Avoir un débat sur notre constitution, ça nous permettrait de nous demander, est-ce que l'éducation doit passer dans le privé ? Est-ce que l'hôpital doit passer dans le privé ? Ça nous permettrait d'avoir des débats politiques qui justement mettraient la majorité devant ces contradictions, qui mettrait tout le monde devant ces contradictions d'ailleurs. Donc, si jamais, parce que là ensuite on a chacun nos propositions, nous la solution que l'on propose, on demande aux gens de nous donner une majorité à l'Assemblée nationale, de nous permettre de faire une assemblée constituante, et dans ce temps-là, on fera le programme qu'on a proposé avec la NUPES. On fera la taxe sur les superprofits, on fera l'augmentation des salaires, on fera de l'énergie et de l'eau des biens communs, et on apportera des réponses rapides aux problèmes actuels, et on apportera des réponses long terme à travers la 6e République et la constitutionnalisation de biens communs qui sont aujourd'hui le problème que vivent les Français. Dernier mot, parce qu'en fait on a beaucoup de commentaires sur Twitter, notamment nos auditeurs. Vous parlez des abstentionnistes, beaucoup d'auditeurs se disent consternés quand même par les spectacles de débat à l'Assemblée nationale, malgré tout, en chantant, même si c'est sain les débats parlementaires, mais c'est perdant pour tout le monde. Oui. Après, pour revenir rapidement sur l'abstention, très rapidement sur l'abstention, on est en fait dans une situation en effet très inquiétante sur le plan démocratique. Je pense à l'abstention notamment des jeunes. Dans le cadre constitutionnel actuel, c'est-à-dire la 5e République, faire en sorte qu'un jour il y ait des élections qui dégagent une majorité absolue tout en mettant en place le référendum d'initiative citoyenne que Marine Le Pen propose et le Rassemblement national permettrait de redonner à mon avis un souffle démocratique à ce pays et de réintéresser nos compatriotes
et les plus jeunes au bien public. En tout cas, merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. On va forcément, je pense qu'il va y avoir d'autres motions de censure à suivre et d'autres 49.3 pour le coup. Merci Louis Boyard d'avoir été avec nous. Merci Pierre Meurin. Merci Nicolas Maillère-Rossignol. Merci. Et puis continuez bien sûr à voter aussi sur notre compte Twitter. Enfin, en tout cas, de toute façon, ça reste un gros. Pardon ? Moi, c'est fait. Oui, vous avez voté sur notre compte Twitter ? Très bien, puis j'imagine que vous avez voté que c'était un passage en force, que c'est 49.3. Voilà, vote est secret. Ok, très bien. La question, c'est qu'est-ce qu'on propose derrière ? Et ben voilà. Dénoncer, c'est bien, mais proposer, c'est mieux. Et ben ça sera l'objet d'une prochaine question et d'un prochain débat du samedi matin. Merci beaucoup, messieurs. Merci, madame.